Bonsoir à tous, bienvenue dans Audition publique jusqu'à 20h30 sur les chaînes parlementaires. À 8 semaines du premier tour, l'opposition mobilise ses militants dans les meetings en attendant Emmanuel Macron. C'était le cas de Marine Le Pen il y a 10 jours à Reims. Marine Le Pen toujours en situation de se qualifier au second tour selon les sondages, mais elle n'est pas la seule. Elle est concurrencée à droite, à ce stade, par d'autres candidats. Situation sinon inconfortable, du moins incertaine pour elle, sur fond de changement de ligne et de défection. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et bienvenue sur LCP et Public Sénat. Vous êtes député du Nord, député RN et porte-parole de la candidate Marine Le Pen. Vous restez au RN ou vous rejoignez Éric Zemmour? Vous savez ce que disait Talleyrand concernant ceux qui sont partis ou ceux qui pourraient imaginer partir, parce que pour moi la question ne se pose pas. Moi je me suis engagé par conviction et parce que aussi la personnalité de Marine Le Pen me parle beaucoup, mais ce que disait Talleyrand, c'était la trahison n'est qu'une question de date pour certains. Donc en fait on les a vus, certains s'amusent, se baladent. Le problème c'est que quand vous êtes finalement loyal, vous avez le droit de changer de maison, mais quand vous êtes loyal, vous ne faites pas ça sans prévenir la candidate qui est également accessoirement qui était la présidente de votre parti politique. Et quand vous avez un mandat que vous avez obtenu grâce à ce parti politique, vous avez la grandeur, l'élégance. Enfin, c'est des mots peut-être qui ne marchent pas avec la politique oui, parfois. Alors, vous avez fait des mouvements. Hein. Vous étiez à l'UMP, vous êtes passé au RN. J'ai fait un mouvement, oui. Vous aviez fait un mouvement, vous n'appelez pas ça trahison. Marine Le Pen. J'avais plus de mandat, madame. Moi, j'étais à jour. C'est ça qui, effectivement, on ne se devait rien. Marine Le Pen manque de combativité, elle n'a plus la niaque. Elle est en permanence en train de composer, de reculer. Alors ça, ce sont les mots, le testament politique, si on peut dire, du sénateur Stéphane Ravier avant de rallier Éric Zemmour. C'était hier matin. C'est le seul sénateur de votre groupe. Ça fait mal? C'est le seul sénateur, enfin soyez attentifs, il n'est pas complètement dit que nous n'ayons qu'un sénateur qui soutienne Marine Le Pen. Soyez attentifs à la composition du Sénat et au soutien de Marine Le Pen. Vous nous annoncez quoi là? Donc vous regarderez, mais a priori vous verrez, il n'y a pas qu'un sénateur en France. Attendez, je ne comprends pas. Marine Le Pen. Il y a des sénateurs qui vont très ostensiblement. Il y aura, au moins à ma connaissance, un autre sénateur qui soutiendra Marine Le Pen en France. D'accord, mais il n'a pas été élu. Mais ça fait mal ou pas, Ravier, Stéphane Ravier? Mais c'est toujours blessant de voir des gens qui sont dans la maison depuis longtemps, qui disaient encore au mois de janvier, parce que Stéphane Ravier disait totalement l'inverse au mois de janvier, qui disait Marine Le Pen est formidable, elle est combative, etc., et qui s'en vont pour un différent personnel. Vous savez, on est tous touchés quand il y a un mercato. Vous avez vu Éric Woerth qui a quitté les Républicains pour soutenir Emmanuel Macron, et vous avez même vu Emmanuel Macron perdre 40 députés En Marche pendant son mandat. C'est quand même quelque chose de perdre 40 députés. Donc vous voyez, les êtres humains sont les êtres humains. L'important, c'est de creuser son sillon, je crois. Vous dites pas même pas mal. Dernière question là-dessus. À qui le tour? Écoutez, Nicolas Bay. S'il y a des gens... Je glisse un nom. Nicolas Bay. Nicolas Bay a été élu sur nos listes. Il est membre, je crois, du mouvement depuis très longtemps, bien plus longtemps que moi. Aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu critiquer Marine Le Pen. Pourquoi est-ce qu'il partirait? Donc, est-ce qu'il... je trouve... Vous dites, il nous a assuré... vous dites ce soir, sur LCP et Public Sénat, Nicolas Bay, il restera jusqu'au bout un soutien de Marine Le Pen. J'espère bien. En tout cas, aujourd'hui, il nous a assuré... Vous en êtes sûr? Écoutez, aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, il nous a assuré d'ailleurs parrainer Marine Le Pen, envoyer son parrainage. Oui, mais comme Stéphane Ravier. Ah oui, alors c'est vrai que c'est une nouvelle mode où finalement, on a un pied dedans, un pied dehors, etc. Oui, alors d'accord, évidemment, si plus rien ne veut rien dire, s'il n'y a plus de règles nulle part, si on piétine tout. Mais enfin, à partir du moment où Nicolas Bay nous assure ce matin qu'il enverra son parrainage à Marine Le Pen, oui, puisqu'on faisait le point sur les parrainages. On va reparler tout à l'heure des parrainages. En attendant, dans les sondages, Marine Le Pen, c'est vrai, je le disais, est concurrencée par Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Il y a un trio comme ça, dans un mouchoir de poche pour la seconde place. Quelle stratégie dans cette situation politique? Vous serez interrogé tout à l'heure par Jim Jarassé du Figaro, dans une vingtaine de minutes. Vous avez bougé un peu sur la ligne, sur la retraite à 60 ans. On n'a pas tout compris, ça tombe bien. Débat avec les parlementaires tout à l'heure, Sylvain Maillard et Philippe Mouillet. Mais tout de suite, on retrouve Brigitte Boucher, bonsoir. Bonsoir, et Tam Tradui. Bonsoir Tam, c'est vous qui commencez. Oui, vous soutenez les convois de la liberté, Sébastien Chenu. Succès plutôt mitigé ce week-end. Est-ce que vous lui voyez de l'avenir à ce mouvement? C'est difficile à dire, vous savez, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Simplement, ça nous dit quelque chose de la société, ces convois de la liberté. Ça nous dit d'abord que pour beaucoup de Français, le pass vaccinal a été très attentatoire à leur liberté, qu'il a réduit leur champ d'activité sociale, qu'il a réduit leur vie sociale, mais aussi que les problèmes
de pouvoir d'achat, puisque je rappelle, dans les convois de la liberté, on a les deux éléments. On a les libertés et on a aussi le pouvoir d'achat. Avec les problèmes de pouvoir d'achat, non seulement n'ont pas été réglés depuis les Gilets jaunes, rappelons-nous, les Gilets jaunes descendent sur les ronds-points quand le litre de gasoil est à 1,50 €, il est aujourd'hui à près de 2 €. Donc les problèmes n'ont pas été solutionnés. Pire, ils sont encore plus aigus. Donc ça dit quelque chose de notre société, raison pour laquelle il faut être ni dans le déni, ni dans le mépris, prendre au sérieux tout cela. Alors, on voit de la honte, Clément Beaune. Je trouve que c'est... Le secrétaire d'État aux Affaires européennes. C'est vraiment le macronisme dans toute sa splendeur que d'être dans le mépris de gens qui disent simplement notre vie sociale est plus difficile aujourd'hui et notre pouvoir d'achat a diminué. On ne s'en sort plus alors qu'on travaille. C'est comme ça le message qu'on entendait notamment de routiers, etc. Des gens qui se lèvent chaque matin, qui ont un métier et qui n'arrivent plus à s'en sortir. Donc ce mépris du gouvernement, on l'a eu pendant 5 ans. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne réponse. Vous avez commencé en parlant des revendications contre le pass vaccinal. Est-ce que vous demandez son retrait immédiat, comme le font une vingtaine de sénateurs LR aujourd'hui ? Oui, non, mais bien sûr, mais nous, on a voté contre le pass vaccinal. Vous savez, avec Marine Le Pen, on était en séance jusqu'à 5h30 du matin. On a voté contre parce que non seulement on pensait que ça ne servait à rien, mais qu'en plus, ça restreignait les libertés des Français. Alors évidemment, aujourd'hui, on appelle à le lever, mais j'entends une petite musique. Élection égale suspension des restrictions. Et on voit bien que plus on se rapproche des élections, comme par hasard, plus les restrictions vont être on annonce moindres. la fin du pass vaccinal pour c'est électoraliste, début avril. Purement électoraliste, la levée du pass annoncé début avril. Tout ça a une dimension tout à fait électoraliste depuis le début, aussi bien son instauration que sa levée. Son instauration n'avait pas d'enjeu de santé publique. L'instauration du pass vaccinal n'avait aucun champ en matière de santé publique, aucune capacité à améliorer ce que nous vivions en termes de pandémie. Vous parliez à l'instant de la hausse des carburants. Face à ces hausses, vous proposez une baisse de la TVA de 20 à 5,5%. Or, selon les calculs, une baisse d'1 centime d'euro, ça coûterait 500 millions d'euros à l'État. Donc ça coûte cher et ça ne rapporte pas tellement finalement, puisque les Français le verraient assez peu sur leur note à la fin du mois. Quel est l'intérêt finalement de cette baisse de la TVA ? Alors, je ne fais pas exactement le même calcul que vous, c'est-à-dire que je pense que la baisse de la TVA à 5,5 que propose Marine Le Pen, ça revient à peu près à 8 € en moins sur un plein. C'est quand même assez important, sur un plein, 8 € en moins. Je note aussi que le gouvernement, dans les dispositifs qu'il a mis en place, je regardais notamment cette fabuleuse invention, un chèque pour payer des taxes. Ça, je veux dire qu'en matière d'économie, j'ai rarement vu ça. Un chèque pour payer des taxes, plus le forfait indemnité kilométrique, plus le bouclier tarifaire, tout ça, ça a coûté 14 milliards d'euros. Mais il ne vaut pas mieux un chèque inflation, un chèque carburant plutôt que je pense qu'il faut des mesures pérennes. Je pense qu'il faut rendre aux Français de l'argent qui va directement dans leur poche. Je pense qu'il faut des mesures qui durent dans le temps. C'est durablement des recettes fiscales en moins. Absolument, aussi. Ce sont des recettes fiscales en moins. Ce ne sont pas des dépenses en plus, ce sont des recettes fiscales en moins, mais ce sont des recettes fiscales qui vont dans les poches des Français, qui pourront d'ailleurs, à un moment ou à un autre, être réinjectées dans l'économie réelle. Mais oui, c'est vrai que ce sont des choix. Quand le prix du carburant baisse aussi. Non. Ah non, on baisse durablement. Les taxes aujourd'hui, elles peuvent être baisser de façon très importante. Mais l'État peut faire aussi des économies en parallèle, et si vous voulez, on pourra tout à fait en parler. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous préconisons des économies, mais certes, nous ne voulons pas être élus pour faire comme les autres. Nous souhaitons être élus pour mener des politiques qui sont différentes. Quand Marine Le Pen dit qu'elle veut rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent, eh bien, voyez-vous, en termes de pouvoir d'achat, oui, elle veut leur redonner l'oxygène parce que la hausse de l'électricité, la hausse des carburants, la hausse des taxes foncières, les taxes aussi qui sont créées par des collectivités locales. Moi, je suis élu, Madame Artichoux l'a rappelé, du Nord. Il y a aussi les impôts qui ont baissé, la taxe d'habitation qui a baissé. Oui, mais elles sont compensées par tout ça. Je vous donne l'exemple. Et le pouvoir d'achat qui a augmenté sur le quinquennat. Les taxes ordures ménagères qui sont votées, notamment, je le vois dans ma circonscription, qui ont durement impacté les habitants. Elles le sont parce que l'État a asséché les collectivités. Résultat, les collectivités qui veulent avoir un peu de marge de manœuvre, eh bien, créent de nouvelles taxes. Donc, vous voyez, plus l'augmentation de la dette, on pourrait aussi en parler. Oui, mais globalement, le pouvoir d'achat a augmenté sur le quinquennat. Mais ça, ce sont des moyennes, madame. Ça, ce sont des moyennes. Or, les Français ne vivent pas avec des moyennes. Ils vivent avec ce qu'ils ont à la fin du mois. Ils vivent avec ce qu'ils peuvent consommer. Ils vivent et ils regardent aussi la qualité de leur vie. Aujourd'hui, tous les Français vous disent on vit moins bien en travaillant qu'on ne vivait il y a 5 ou 10 ans. Juste un mot sur les conséquences en termes de transition énergétique. Oui, en fait, si vous baissez la TVA, vous encouragez quand même l'essence, le gasoil et tout ça. Et finalement, la transition énergétique, ça ne vous occupe pas tellement.
Non mais nous sommes partisans, c'est vrai en tous les cas, de la voiture. Enfin, je veux dire, on n'a pas de problème avec ça. Nous considérons qu'il faut arrêter de culpabiliser les Français. La France est très peu émettrice de gaz à effet de serre. Nous n'avons pas à rougir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Enfin, le GIEC dit qu'on ne tiendra pas du tout les objectifs qui ont été fixés à ce rythme-là, en tout cas. Certes, on ne tiendra peut-être pas les objectifs, mais nous n'avons pas à culpabiliser à outrance. Moi, je considère par exemple... prioritaire. Mais non, je crois que le pouvoir d'achat, la planète est attendra. prioritaire. Vous dites. La planète je ne dis attendra. pas la planète attendra. Je dis qu'il y a probablement, notamment sur des circuits courts. Vous voyez, nous on a toute une politique liée aux circuits courts. Eh bien, je pense que ça a beaucoup plus d'efficience en matière de protection de la planète que effectivement les injonctions du GIEC. Moi, je pense qu'il y a d'autres leviers. Par exemple, il y a tous ces accords de libre-échange qui importent des produits du bout du monde avec des normes qui ne sont pas les nôtres. Eh bien, là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Ça aura beaucoup plus d'efficacité, à mon avis, que simplement embêter les Français, les contraindre. Oui, toujours sur la baisse de la TVA. Est-ce que vous assumez qu'avec cette mesure, vous aidiez de la même façon les Français riches et les Français pauvres? Eh bien, si ça profite à quelques Français qui ont les moyens, tant pis ou tant mieux. C'est pas ça l'objectif. Pas une mesure ciblée pour non, mais ceux qui en ont le plus besoin. C'est pas du tout une mesure de justice sociale. Non, mais madame, à chaque fois, la justice sociale, c'est dans le discours quand même. Oui, mais c'est une mesure de justice sociale puisque ce sont les Français les plus modestes qui ont le pouvoir d'achat le plus impacté par les taxes sur l'essence. Oui, mais enfin, c'est les Français les plus riches qui ont plus aisés aussi. Ce sont les Français les plus modestes. Mais on ne peut pas regarder ceci par le petit bout de la lorgnette en disant qu'à chaque fois qu'on prend une mesure, elle bénéficiera peut-être à quelques gens aisés. Eh bien, il pourrait y avoir des effets de plafond. Elle serait mal ciblée peut-être, votre mesure. Imaginez dans d'autres domaines. Mais en tous les cas, ici, elle bénéficierait largement, très largement à la France qui travaille. Même critique sur le fait que vous vouliez exonérer d'impôts sur le revenu tous les moins de 30 ans. Je connais. Quel que soit le revenu, même si on est trader, Oui, madame. Le revenu d'un moins de 30 ans, il est de combien? Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le pourcentage de moins de 30 ans qui gagne, par exemple, plus de 1 500 euros? Vous allez nous dire. Eh bien, qui gagne plus de 1 500 euros de moins de 30 ans, il est de moins de 5%. Et alors, dans ces 5%, si par exemple, non mais madame, alors vous il y a avez un des peu un personnes qui Mbappé gagnent parce très, qu'on très bien nous sort le fantasme de Kylian Mbappé. Enfin, vous vous rendez compte? Kylian Mbappé, mais c'est 0,001% des jeunes de cet âge-là. Enfin, je veux dire, donc oui, effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes... Mais c'est quoi la logique de cette mesure? La logique, c'est celle-ci. Que des jeunes qui créent une entreprise, qui créent un emploi, qui ont envie de pouvoir, évidemment, créer demain une famille, acheter un appartement, etc., restent en France. On voit des jeunes quitter notre territoire. On voit une énergie, on voit une matière grise, on voit des jeunes quitter la France. Mais c'est à cause des impôts, selon vous Parce que les taxations sont importantes. Et puis parce que lorsqu'on est jeune, nous, si on veut les retenir, on leur dit, eh bien, on va vous donner les moyens de rester en France. Alors, il y a une autre critique. Il y a une autre critique. Est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Lorsque vous partez, vous ne revenez pas. Le problème, c'est qu'un jeune de 30 ans qui s'en va, il part, il fonde une famille, et puis ensuite, il ne revient plus. L'autre problème, c'est le problème constitutionnel, le problème d'égalité devant l'impôt. Qu'est-ce que vous y répondez là? Mais le problème, ceci ne touche pas le problème devant l'impôt. Je pense qu'il y a des tas de domaines dans l'impôt dans lesquels il y a des modulations en faveur, en raison de l'âge ou de la situation. En fonction de l'âge? Ben oui, oui, bien entendu. Donnez-moi un exemple. Donc vous pouvez, bien entendu, vous ne pouvez pas selon vos revenus, bien entendu. C'est selon vos revenus. Quand vous gagnez votre vie, quand vous gagnez votre vie. Et aussi selon vos revenus, bien entendu. Mais pourquoi me dire que c'est inconstitutionnel? L'égalité devant l'impôt, il s'adapte aux situations des Français. Oui, mais au nom de quoi? À 29 ans et à 30 ans, vous gagneriez la même chose, vous savez, c'est l'âge. Vous ne paieriez pas d'impôt, vous en payeriez. Je pense que c'est un débat qu'on peut tout à fait ouvrir et sur lequel on peut avoir tout à fait raison. Vous proposez par ailleurs, suspendu en l'air. Oui. Brigitte vous proposez par ailleurs d'augmenter de 10% tous les salaires dès 2022. Si j'ai bien compris, ça reposerait uniquement sur les entreprises. Finalement, est-ce que c'est pas une promesse qui est un peu en l'air? Il y aurait une exonération des cotisations patronales. Donc c'est quelque chose aussi, jusqu'à 3 fois le SMIC. Oui, à condition que les entreprises augmentent les salaires. Bien entendu, mais c'est aussi ça. Le rôle de l'État, c'est d'être incitateur, c'est de pouvoir ouvrir des portes. C'est pas simplement de regarder des situations ou de ne faire confiance simplement qu'à la mécanique économique. Oui, mais ma question de promesse en l'air, parce que quelle garantie vous avez finalement de la part des entreprises? Mais madame, nous n'avons évidemment aujourd'hui pas de garantie de la part des entreprises. C'est une proposition que nous faisons. Oui, parce que les Français ils entendent plus 10% nous de salaire, en fait. mais c'est pareil pour tous les candidats qui proposent que les salaires puissent augmenter. Nous réunirons une conférence des salaires. Nous réunirons peut-être qu'il y aura une augmentation. Nous réunirons une conférence des salaires et nous leur dirons, avec une exonération des cotisations patronales, nous vous demandons d'augmenter les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC de 10%. C'est notre proposition, c'est notre projet, mais
D'autres ont d'autres propositions. Le problème, c'est que lorsque vous jouez, il n'y a pas par de garantie exemple, non plus pour les Français, du coup. mais il n'y a Leur jamais de salaire garantie, augmente. madame. Il n'y a jamais, à part dans la fonction publique, il n'y a jamais de garantie. L'État ne fixe pas les salaires des Français. Il y a des politiques qui peuvent être incitatives. Cette politique que nous proposons d'exonération, eh bien, elle est incitative et elle devrait aider les entreprises à pouvoir aller au bout de cette logique de Ça l'augmentation compte du salaire. plusieurs milliards, ça a madame, été chiffré entre 8 et madame, 25 milliards. Enfin, nous ne c'est disons pas que colossal, cela hein. ne coûte rien. Nous ne disons pas que cela ne coûte rien, évidemment. Mais nous disons simplement que c'est la proposition que nous faisons, qu'elle est finançable. Et nous avons un certain nombre de domaines dans lesquels nous souhaitons faire des économies, réaliser des économies. Autre Nous en mesure donne d'abord de quelques-uns. Parce que pouvoir vous avez d'achat. d'autres dépenses aussi. Alors, Celle oui, non bien plus sûr. de renationaliser les autoroutes. Alors ça coûte 40 milliards d'euros. Selon Bruno Le Maire, sans assurance finalement que les prix baisseraient. Parce que c'est pas parce que vous renationalisez que forcément les prix des péages vont baisser. Il faut entretenir les routes. L'État aura besoin aussi de cet argent. Oui, d'accord, madame. Mais nous avons déjà laissé beaucoup d'argent des Français s'évaporer en privatisant les sociétés d'autoroutes. Il est temps aujourd'hui, puisque les Français les payent à travers leurs impôts, les routes justement, il est temps aujourd'hui de reprendre la main si on veut pouvoir justement baisser le niveau de péage. Donc payer 40 milliards d'euros non, maintenant, madame, alors non, que madame, les parce cessions s'arrêtent dans 10 ou 15 madame, ans. Parce que c'est un... Vous savez, les sociétés d'autoroutes sont des sociétés, les structures d'autoroutes qui sont endettées. Donc lorsque vous dites en fait 40 milliards d'euros, elles ont un certain nombre de dettes dessus qui fait que leur valeur réelle n'est pas de 40 milliards d'euros et que l'État ne les paiera pas 40 milliards d'euros. Je crois que c'est 5 milliards d'euros, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc vous voyez, on n'est pas exactement dans la même approche. Mais c'est reprendre la main pour faire baisser le coût des péages. Et là encore, derrière, redonner du pouvoir d'achat. On a parlé de vos dépenses, on va parler de vos économies. Je prends un exemple très précis. Vous espérez faire 15,6 milliards d'économies en supprimant les aides sociales aux étrangers. Question très simple, d'où est-ce que vous tenez ces chiffres? Quelles sont les études? Comment est-ce que vous avez... Bien sûr, je les ai sous les yeux, bien entendu. Ce sont l'ensemble des prestations familiales par an qui sont faites notamment au bénéfice de familles étrangères, de gens qui n'ont pas la nationalité française. Ce sont les allocations familiales, c'est la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant, c'est les allocations d'entrée scolaire. Vous avez, quand je cumule ces trois types d'allocations, vous avez déjà 26 milliards. Donc vous voyez, il y a évidemment quelque chose, il y a en matière de priorité nationale, c'est notre souhait. Nous souhaitons que les nationaux puissent bénéficier prioritairement de la solidarité nationale. Il y a effectivement des marges de manœuvre importantes. Comment se fait-il que la Caisse nationale d'allocation familiale les estime tout au plus à 9 milliards d'euros en considérant à la fois les Européens et les extra-européens? Écoutez, moi j'ai pris les chiffres officiels, donc on peut batailler. D'ailleurs, ce sont aussi les chiffres que donne la Caisse d'allocation familiale. Moi j'ai 12,7, vous dites 9. Il y a un différentiel visiblement de 2 milliards, donc on peut probablement en parler. Mais globalement, lorsqu'on est sur de tels chiffres, lorsqu'on est par exemple sur les allocations familiales sur une dizaine de milliards d'euros, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Vous mettez vos chiffres. Brigitte. Oui, alors Éric Zemmour était hier sur TF1. Il a cité Marine Le Pen. Il dit, pour elle, le grand remplacement n'existe pas. Est-ce qu'il a raison ? Nous n'avons jamais utilisé cette expression. Et nous ne l'utilisons pas parce que nous considérons que derrière cette expression, il y a l'idée même qu'il y aurait une espèce de complot de gens qui auraient imaginé qu'on allait remplacer la population française. Donc ce n'est pas notre approche. Moi, je dirais, en revanche, qu'il y a une espèce de grand aveuglement sur la façon dont notre pays est en train d'évoluer. Les Français ont le sentiment d'être dépossédés bien des fois, dans bien des quartiers. Il suffit de regarder ce qu'ont fait vos confrères. Donc en fait, vous pensez la même chose, mais vous ne le dites pas de la même manière. Il n'y a pas la dimension. Vous parlez de submersion, vous parlez d'immigration. Il n'y a pas la dimension immigration massive, vous parlez de remplacement de la population, c'est ce que dit Marine Le Pen. Je vous dis exactement ce que je pense. Il y a un énorme problème avec l'immigration. L'immigration est facteur d'insécurité, l'immigration est coûteuse, et aujourd'hui, qui ne veut pas voir cela en face, d'ailleurs, il y a plus grand monde en réalité qui ne veut pas voir cela en face, eh bien, ne verrait pas une vache dans un couloir. Il y a un énorme problème avec l'immigration, mais je ne parle pas de théorie fumeuse, intellectuelle, je dis simplement que les politiques migratoires qui ont été menées dans notre pays depuis tant d'années, eh bien, ont les effets que nous connaissons aujourd'hui. Fin août, Jordan Bardella a parlé de grand remplacement. Oui, eh bien, ce n'est pas mon terme. Voilà. Et Valérie Pécresse aussi. Valérie Pécresse aussi, puisque dans son meeting hier, elle a dit qu'elle ne céderait rien ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Elle vient sur les terres d'Éric Zemmour pour vous ? Moi, je regrette que Valérie Pécresse ait si peu d'idées. Moi, j'ai regardé son meeting, j'étais un peu consterné et je ne vais pas l'accabler. J'ai trouvé sur la forme que c'était quand même... Bon, Valérie Pécresse... Important.
C'est toujours important lorsqu'on fait, surtout quand on nous avait dit c'est le meeting de la dernière chance. Hein. Il va falloir qu'elle fende l'armure, c'est plutôt un rail qui rit. Il reste encore 2 mois de campagne, c'est pas fini. Fendue. Non mais c'était pas réussi. Bon. Au-delà de ça, j'ai trouvé que ce n'était pas réussi, mais surtout, ça manquait de fond. Il n'y avait pas de fond, de ligne directrice. Quand vous avez éteint votre téléviseur, vous vous demandez ce que Valérie Pécresse veut faire. Elle parle à un moment du grand remplacement, elle parle de l'Europe. En fait, on ne comprend rien de ce qu'elle veut faire. Pourquoi elle parle du grand remplacement, à votre avis ? Parce qu'elle n'a pas d'idée et qu'elle court après peut-être celle d'Éric Zemmour en se disant qu'un certain nombre de ses électeurs sont peut-être attirés par Éric Zemmour. Moi, je crois que lorsqu'on fait de la politique, il ne s'agit pas de copier le voisin, parce que dans ces cas-là, vous vous prenez les pieds dans le tapis. Or, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est pris les pieds dans le tapis avec ce terme. Moi, je crois que, effectivement, le problème de l'immigration est un vrai problème dans notre pays. Il a été mal géré et Valérie Pécresse en a une lourde responsabilité. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle elle essaye d'être plus extrême qu'Éric Zemmour encore, en faisant plus, en jouant les Madame Plus. C'est ridicule. Elle dit on ferme les frontières et peut-être on met des murs. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je lui propose de mener tout simplement un référendum, de demander enfin aux Français ce qu'ils pensent de cette question migratoire, sur la maîtrise des flux, sur la capacité à acquérir la nationalité française, et sur également... Faut-il des murs, Il faut des frontières, madame. Il faut des tous les pays ou aux frontières ou à l'extérieur de l'Union européenne. Moi, je demande des frontières nationales. Donc c'est fini la libre circulation. La libre circulation mais bien sûr, des je pense Européens à l'intérieur de l'espace, c'est terminé. Madame, une frontière n'empêche pas de circuler. Elle permet le contrôle. C'est pas la libre. Elle permet le contrôle, bien sûr. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on a bien vu que lorsqu'il y a eu la pandémie du Covid, on a rétabli, enfin le gouvernement a rétabli un moment des frontières nationales avec des contrôles. Et s'il faut des murs en Pologne, en Hongrie, vous les mettez ? Je pense qu'il y a des pays qui sont dans d'autres situations qui parfois ont besoin de murs, on l'a vu. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de frontières nationales pour contrôler qui entre et qui sort de notre pays. Merci beaucoup Brigitte et Tam, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine et on retrouve Vincent Roux qui est prêt en direct du Figaro. Bonsoir mon cher Vincent, vous regardez bien sûr ce qui intéresse les lecteurs du Figaro et la petite phrase de Yannick Jadot prononcée hier dans une émission sur Radio J ne leur a pas échappé. Oui, bonsoir Sébastien Chenu. Ce qui fait effectivement le buzz en ce moment, c'est cette fameuse petite phrase sortie donc ce week-end par Yannick Jadot chez nos confrères de Radio J. Il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est la différence la plus perverse, c'est que Zemmour est juif. Et alors ? C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Alors, Sébastien Chenu, est-ce que vous pensez que ces propos sont scandaleux, comme l'a dit Éric Ciotti, et choquants, comme l'a dit Éric Ciotti ce matin chez nos confrères de BFM, ou bien est-ce que vous pensez, comme Olivier Faure, que c'est une expression maladroite ? Je crois qu'Yannick Jadot fait de la provocation pour exister. Je crois qu'elle est de très mauvais goût. Je crois que renvoyer les gens à une religion, comme il le fait, c'est au minimum maladroit, assez choquant. Moi, j'ai été assez stupéfait quand j'ai entendu ça. Et je me dis, cette société politique dans laquelle la recherche du buzz à tout prix fait vraiment dire à certains n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous pensez quand Yannick Jadot dit que Éric Zemmour est l'idiot utile de l'antisémitisme, voulant préciser ses propos ? Non, mais moi je crois que Éric Zemmour est l'idiot utile du système. Éric Zemmour est le meilleur agent électoral d'Emmanuel Macron. Voilà ce que je pense exactement. Pour le reste... Quand il dit l'idiot utile de l'antisémitisme, sur cette affirmation-là, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Non, mais je pense que Éric Zemmour a des propos sur l'antisémitisme, notamment lorsqu'il dit que Pétain a sauvé des Juifs. Et il l'a répété, il l'a confirmé, je crois encore il y a peu de temps sur RTL. Je pense que non seulement il se fourvoie, mais je pense qu'en plus il le fait en tout état de conscience. Il le fait exprès, il le fait à dessein. Eh bien, je trouve ça regrettable. Et puis, je vais vous dire, je crois que les Français ont aujourd'hui d'autres préoccupations que ces guerres picrocolines entre leaders politiques pour savoir qui est l'idiot utile de qui, pour savoir qui veut exister. Les Français ont des problèmes
problèmes devant eux. On en parlera probablement sur les questions de santé, de vieillissement, de handicap, comme sur les questions de pouvoir d'achat. Et entendre ces hommes et ces femmes politiques qui parlent, qui revisitent l'histoire comme Éric Zemmour ou d'autres, franchement, c'est non seulement à côté de la plaque, mais dérangeant. Merci Vincent Roux. On vous retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission pour une autre question du Figaro Live. Bonsoir Jim Jarassé. Merci. Bonsoir Elisabeth. De nous avoir rejoint, Jim, rédacteur en chef adjoint du service politique du Figaro. C'est à vous. Bonsoir Sébastien Bonsoir, Chenu. Alors on vous a entendu critiquer de façon assez ferme la prestation de Valérie Pécresse hier au Zénith. Vous qui êtes un ancien de la droite, est-ce que vous espérez encore que des membres, des sympathisants ou des élus des Républicains rejoignent Marine Le Pen? Oui, bien sûr, et il y en aura, bien entendu. Vous avez une certitude là-dessus? Oui. Vous avez des noms à nous donner? Non. Vous avez un timing à nous donner, un calendrier? Les choses se font, les choses se feront. Je vous parlais tout à l'heure d'un sénateur. Il a évidemment cette sensibilité. C'est un sénateur qui vient des rangs de la droite. Mais au-delà de cela, moi je crois que la famille des Républicains est perdue parce qu'en fait elle est tiraillée entre une approche souverainiste, un peu plus peut-être populiste, moi je n'ai pas de problème à employer ce terme, et qui parle plutôt à Marine Le Pen, voire à Éric Zemmour, et puis une autre partie de cette famille politique, finalement, aurait voté ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant ces 5 années. Et c'est Éric Woerth, dans ces cas-là. Oui. Ce sont des libéraux européistes. Et justement, et une famille qui est divisée à ce point, Valérie Pécresse ne pourra pas faire le lien de tout ça. Donc moi je dis à ceux qui sont gaullistes, souverainistes, qui sont attachés à l'autorité de l'État, je leur dis de nous rejoindre parce que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est capable de battre. Oui, mais dans les faits, quand vous citez Éric Woerth, quand on regarde les ralliements qui viennent de la droite ces dernières semaines, on a des élus qui rejoignent Éric Zemmour, à l'instar de Guillaume Pelletier, on a d'autres qui rejoignent, on en a vu beaucoup même, Emmanuel Macron. On a l'impression quand même que la capacité d'attraction de Marine Le Pen est un peu érodée, limitée. Je vous rappelle qu'on a eu il n'y a pas si longtemps des gens comme Thierry Mariani et Jean-Paul Garot. Ça commence à dater un peu. Oui, d'accord. Parce que tout va très vite. Parce que tout va très vite. Avant l'arrivée d'Éric Zemmour dans la course. Mais même moi, vous avez rappelé que je venais de l'UMP, ça commence à dater un peu. 2014, si mes souvenirs sont bons. Comment ? 2014, si mes souvenirs sont bons. Décembre 2014, donc effectivement, ça commence à dater un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses se font par la base. En réalité, les élus sont souvent les derniers à avoir le courage de franchir le pas. Souvent d'ailleurs parce qu'ils ont des mandats et qu'ils sont tenus par leurs mandats. Et ce sont souvent les militants. Et moi, je peux vous dire que dans nos permanences au Rassemblement national, dans nos fédérations, nous accueillons, je pense à ce jeune militant des Républicains que j'ai accueilli la semaine dernière dans la Somme et qui était au meeting de Reims de Marine Le Pen et qui m'a dit « Je viens des Républicains ». Ou à cet autre adhérent, toujours de la Fédération de la Somme, qui m'a dit « Moi, je soutenais Éric Ciotti ». Eh bien, je leur dis « Vous êtes les premiers de cordée. C'est vous qui allez emmener les autres ». Il y a une autre adhérente des Républicains dont on a parlé aujourd'hui. Elle s'appelle Jamila. Elle a 36 ans et je crois que c'est la 100 millième adhérente du mouvement d'Éric Zemmour. Le hasard fait bien les choses qu'elle vienne des Républicains. Est-ce qu'aujourd'hui, Éric Zemmour a plus d'adhérents que le Rassemblement national ? Si j'en crois ce qu'il dit, ce qu'il affirme, lui va vous dire que oui, il en a plus. Moi, je ne sais pas comment les adhésions sont faites, je ne sais pas comment les procédures sont faites. Ça a été vérifié par huissier, mais oui, voilà. Mais vous doutez Vous doutez ? Non, mais c'est-à-dire que c'est peut-être pas les mêmes process d'adhésion. Peut-être qu'on adhère en un clic, alors que chez nous, il faut remplir un bulletin. Non, mais bon, je veux dire, au-delà de ça. On sait très bien que, vous savez, longtemps, le Parti communiste français a été un parti avec beaucoup d'adhérents. Je crois même qu'il est encore un parti avec beaucoup d'adhérents, mais qui est très faible électoralement. Vous savez, les salles remplies, par exemple, parce que c'est un peu la même chose. On dit qu'il y a beaucoup de monde dans les meetings, mais parfois tous les militants sont dans la salle. Il n'y en a pas beaucoup à l'extérieur dans le pays. Donc tout ça, ce sont souvent des effets d'optique. Ce sont souvent, c'est ce qui permet de créer un peu d'ambiance. Et pourquoi pas ? C'est le jeu. C'est le jeu. Mais je crois surtout que ça dit quelque chose, c'est que demain, le rapport au militantisme politique sera différent. Nous, on est probablement l'un des derniers grands partis avec encore des militants, des hommes et des femmes qui collent des affiches, qui distribuent des tracts. J'en vois pas sur les marchés, d'autres. J'en vois pas d'autres partis politiques. On a l'impression que Marine Le Pen est déjà dans la préparation du second tour, qu'elle s'attaque plus à Macron qu'à ses adversaires directs à droite. Est-ce que, par exemple, elle devrait participer à un débat face à Éric Zemmour et Valérie Pécresse ? Mais Marine Le Pen a indiqué qu'elle souhaitait débattre avec tout le monde, et avec Emmanuel Macron en premier. Pourquoi d'abord ? Parce que Emmanuel Macron est probablement celui qui a le projet le plus opposé
à celui de Marine Le Pen. Ou à l'inverse, Marine Le Pen est probablement la plus opposée, mais pas seulement en termes de projet, également en termes de profil, en termes de parcours, en termes de rapport au pouvoir, le plus opposé à Emmanuel Macron. Donc je pense que ça aurait du sens. On a proposé aussi dernièrement, on l'avait fait à Éric Zemmour cet hiver, on n'avait pas eu d'écho, on l'avait proposé dernièrement, et je le repropose encore sur votre plateau, à Valérie Pécresse de débattre. Pas de son, pas d'image. Et Éric Zemmour, j'ai pas compris. En décembre, on avait proposé, on n'a jamais eu de retour. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt débattre avec Valérie Pécresse, puisque c'est celle qui est la plus proche de Marine Le Pen. Et puis sinon, faisons un débat avec tout le monde. Mais quand on dit avec tout le monde, c'est avec le président de la République, parce qu'à un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais donc pas avec Éric Zemmour, si je vous plaît. Pas en tête-à-tête. Aujourd'hui, ça a beaucoup moins de sens. Ça a moins de sens. Aujourd'hui, celle qui est la plus proche de nous dans les sondages, c'est Valérie Pécresse. Donc quand les courbes se sont croisées avec Éric Zemmour, rappelez-vous, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, pardon Jim, sont à égalité. Donc alors mettons tout le monde autour de la table et c'est beaucoup plus simple comme ça. Sauf s'il n'y a pas Emmanuel Macron. Ah bah oui, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles quand même. Je voulais vous partager un sondage que je trouve assez inquiétant, qui a été sorti aujourd'hui par l'Institut BVA. 69% des Français seulement se disent intéressés par l'élection présidentielle. Ça n'a jamais été aussi faible depuis que BVA a fait cette mesure en octobre dernier. Donc, c'est-à-dire que les Français sont de moins en moins intéressés par la campagne au fur et à mesure qu'elle se développe. Plus de la moitié des Français ne savent même pas que le scrutin aura lieu au mois d'avril. Est-ce que pour vous, cette crainte-là, finalement, de l'abstention, c'est votre principale inquiétude, c'est votre principal adversaire? Oui, ça devrait même l'être pour tout le monde, parce que c'est une démocratie qui n'est pas en bonne santé lorsque vous avez plus de 50%, on l'a vu aux élections régionales, des électeurs qui s'abstiennent. Et là encore, ça dit quelque chose. Probablement d'abord, peut-être que les gens se disent que voter pour les uns ou pour les autres, ça ne changera pas leur vie. Finalement, à quoi bon? Qu'est-ce que ça va changer? C'est pour ça que Marine Le Pen a fait aussi cet effort, je crois, de faire des propositions sur tous les sujets de la vie pour démontrer qu'elle avait des réponses à tous les sujets de la vie quotidienne et pas des slogans, des constats comme certains candidats. Et puis peut-être aussi parce que les hommes et les femmes politiques qui se sont succédés jusqu'à présent avec des étiquettes politiques différentes ont mené les mêmes politiques avec la même absence de résultats. La différence entre un Emmanuel Macron et une Valérie Pécresse, sincèrement, elle est infime. Un mot peut-être sur les législatives. Vous qui êtes député, on sait que c'est une élection compliquée, traditionnellement pour le Rassemblement national qui ne dispose pas de groupe à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que la potentielle concurrence d'Éric Zemmour, qui va lui-même présenter des listes, va encore compliquer la tâche au Rassemblement national ? Oh, vous savez, on a toujours eu des concurrents. On avait des candidats de Nicolas Dupont-Aignan la dernière fois. Ça fait un de plus quand même. Et pour l'instant, il est beaucoup plus haut que Nicolas Dupont-Aignan. On verra tout ça. On verra tout ça. Sincèrement, je pense que c'est pas ça. Ce qui me navre, c'est que dans une démocratie qui se voudrait mature, moderne, représentative, on n'est toujours pas à la proportionnelle. C'était aussi un engagement d'Emmanuel Macron qui l'a piétiné. Alors un de plus, vous me direz, mais la proportionnelle, même une dose de proportionnelle, ça permet à tous les courants de pensée d'être représentés. Peut-être que ça aussi, ça permet d'attirer des électeurs aux urnes, parce qu'à partir du moment où ils savent qu'ils vont être représentés, ils y vont. Vous serez vous-même candidat aux législatives ? Je n'ai pas encore annoncé les choses, donc je l'annoncerai d'abord à mes électeurs plutôt qu'aux auditeurs de la LCP. Je privilégierai, et du Figaro, je privilégierai mes électeurs pour faire cette annonce. Une question peut-être pour finir sur le PRG et qui vient d'annoncer aujourd'hui sa mise en retrait de la campagne Christiane Taubira. Est-ce que vous pensez que pour elle, c'est la fin de l'aventure présidentielle qui aura été assez Et est-ce que vous la regretterez, cette candidate ? En fait, je n'ai jamais rien compris de ce que raconte Mme Taubira. Je ne comprends pas ce qu'elle raconte, Mme Taubira. Elle voulait être d'abord une candidate d'union, elle est une candidate de plus à gauche, elle fait de la poésie, c'est toujours très ésotérique ce qu'elle raconte, donc je n'ai jamais rien compris. Donc je pense que si sa candidature avorte, finalement, ce sera un retour à la case départ, ce sera un coup pour rien. Enfin, sincèrement, c'est une bizarrerie, cette candidature. Mais ça donnera peut-être, ça soulagera peut-être Mme Hidalgo. Donc c'est un juste retour des choses, à votre avis ? J'ai pas le sentiment qu'en fait, Mme Taubira représente grand-chose dans la société française. Voyez-vous, je vois pas, j'arrive même pas à dans définir... la gauche. Non mais je n'arrive même pas à définir une proposition qui serait liée, une proposition d'avenir qui serait liée à Christiane Taubira. Je ne vois pas. Madame Hidalgo, on a compris, les sondages sont pas terribles, mais on voit bien, elle veut multiplier le salaire des profs par 2. Vous me direz, on peut promettre n'importe quoi quand on est sûr de pas être élu. Marine Le Pen qui vise l'électorat populaire, est-ce que justement l'état un peu faible déliquescence de la gauche peut être une occasion de récupérer des voix ?
La gauche a abandonné l'électorat populaire depuis très longtemps. La gauche a abandonné les pauvres, la gauche a abandonné les ouvriers, la gauche a abandonné les employés, la France qui bosse depuis très longtemps. Et c'est vers nous, souvent, que ces gens qui étaient de gauche ou qui ont voté à gauche toute leur vie se sont tournés. Et nous leur disons qu'ils ont bien fait. Parce que Marine Le Pen, non seulement ne les trahira pas, mais qu'elle comprend peut-être... C'est peut-être la candidate qui a le plus de conscience sociale de tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est ce qui fait une différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, selon vous ? Probablement. Il y en a d'autres, mais celle-ci est très forte. Merci beaucoup, Merci Jim. beaucoup. Je profite de la question sur Christiane Taubira parce qu'elle aura difficilement ses parrainages. C'était déjà compliqué avec le PRG, mais alors sans... c'est très compliqué maintenant. Et vous en êtes où avec vos parrainages C'est difficile. C'est difficile. Mais vous en avez combien, là ? On était à peu près à 430 au moment où je vous parle. Pas encore déposé au Conseil constitutionnel. Pas encore déposé. 430 la semaine dernière. On en a à peu près 430 dans nos cartons, pas tous déposés. Est-ce que tous iront au bout ? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui vous disent oui, puis à la fin, ils ne le font pas. C'est difficile. Et je pense qu'il va falloir vraiment que ce système se déverrouille, parce qu'on ne peut pas imaginer une présidentielle sans Marine Le Pen, mais avec simplement Nathalie Arthaud, François Asselineau. Des partis. Par exemple, tiens, l'initiative de François Bayrou de faire cette banque des parrains. Mais François Bayrou est un homme qui a une éthique. Il a toujours défendu à la fois... Il a pris contact avec vous ? Il n'a pas pris contact avec moi personnellement, mais je crois qu'il a fait un certain nombre de déclarations qui permettraient de déverrouiller un peu ce système. Donc vous êtes optimiste, vous pensez que de toute façon le système, comme vous dites, va permettre à Marine Le Pen d'être candidate. Ça ne fait pas de doute dans votre esprit. C'est-à-dire que je pense que c'est nécessaire. On imaginerait que l'élection serait très délégitimée si Marine Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, c'est pareil. Et Éric Zemmour. Mais pareil, qui représentent des grands courants de pensée ou qui pèsent quelque chose dans la société, s'ils ne pouvaient pas être candidats. Ça poserait un vrai problème. 430, vous dites, le compteur est arrêté à 430 depuis 10 jours alors. J'ai pas fait le point moi-même, mais on est dans ces eaux-là. Je vous présente, mais vous les connaissez sans doute, Sylvain Maillard. Bonsoir à vous, député La République En Marche de Paris. Monsieur le sénateur Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Messieurs, donc bonsoir. On va commencer par le thème commun, le thème commun à vous deux. Et vous allez interpeller évidemment Sébastien Chenu sur cette thématique. C'est la retraite à 60 ans. Une proposition forte pendant des années du programme Marine Le Pen. Et puis il y a eu un petit bouger. Ça vous permet peut-être de revenir avec Sébastien Chenu sur ce point de programme. Sylvain Maillard, vous commencez ? Oui, je crois que c'est un point extrêmement important. D'abord, ça intéresse tous les Français et c'est une source d'inquiétude pour tous les Français. On a deux visions assez différentes, et d'ailleurs c'est l'occasion d'interroger Sébastien Chenu ce soir sur, vous l'avez dit, un bouger de Marine Le Pen, mais au-delà de ça, quelle est la vision ? Nous, ce que nous dit le COR, donc le Conseil des orientations de la retraite, donc c'est un organisme indépendant, nous dit que nous n'arrivons plus à équilibrer nos retraites à partir de 2030, on est déjà en fort déficit. Mais au-delà de 2030, on a vraiment une vraie difficulté, peut-être même avant. Ce que nous, on en tire comme conséquence, je crois que c'est assez largement partagé, c'est qu'il va falloir travailler plus. C'est assez logique, on vit plus longtemps, et donc il va falloir travailler plus. Derrière, vous avez une proposition qui dit, non, au contraire, nous, on veut qu'à 60 ans, 61 ans, 60 ans, vous allez nous le dire. Nous, notre inquiétude, c'est qu'en lançant finalement à la présidentielle des slogans rapides qui pourraient être taxés de populistes, c'est qu'au fond, on ne finance pas la retraite des personnes âgées, et donc de notre génération, d'ailleurs, Sébastien Chenu. Il faut redonner confiance. Et pour ça, il semble assez logique que nous travaillons tous plus. On peut voir les modalités. Est-ce que c'est l'âge de départ à la retraite ? Est-ce que c'est le temps de travail ? Est-ce que les jeunes doivent travailler, leur trouver plus de travail ? C'est notre objectif, de baisser le temps évidemment, de baisser le chômage. Et c'est ce que nous avons réussi. On est à 7% à l'heure actuelle. Mais aussi pour les seniors, de faire en sorte qu'ils restent plus longtemps dans l'emploi, plus longtemps, et donc travailler plus. Moi, je voulais avoir d'abord votre point de vue, parce que je crois que c'est une concorde française. Trouver comment financer nos retraites pour nous, pour notre génération. Philippe Mouillet, vous voulez dire un mot tout de suite ou... Oui, juste en complément. Enfin, le tableau est dressé. Moi, je rappelle quand même que c'est quand même une grande difficulté du quinquennat qui se termine. Ce premier quinquennat où on n'a pas eu de réforme, mais concrètement aujourd'hui, on se positionne à 60 ans, on ne positionne pas. On a vu qu'il y a aussi des propositions concernant le minimum vieillesse. Enfin, globalement, comment on finance. Et comme ça a été dit, c'est vraiment une des préoccupations des Français aujourd'hui. Donc, quelle est la situation ? Déjà, comment ça va marcher, votre affaire ? Bon, d'abord, c'est un choix politique.
C'est vrai que c'est un choix politique et peut-être qu'il nous différencie. Je dis nous, mais je crois que vous avez à peu près la même lecture, peut-être Sylvain Maillard et Philippe Mouillet, de la réforme des retraites telle que vous l'imaginez. En tous les cas, elle est différente effectivement de celle qui est la nôtre. Ce choix politique, il repose sur quoi? Sur quels axes? D'abord, nous considérons que lorsqu'on a travaillé plus tôt, lorsqu'on a commencé à travailler plus tôt dans sa vie, lorsqu'on a commencé à travailler plus dur aussi, eh bien, on a le droit de partir à la retraite, parce que partir à la retraite en bonne santé, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, par conséquent, nous souhaitons que le système qui est devant nous, la réforme du système qui est devant nous, privilégie ceux qui ont travaillé plus tôt et plus dur. C'est un choix politique. Et puis, vous parliez du déficit, Sylvain Maillard. Bon, le comité d'orientation des retraites le dit. Il y a à peu près, les chiffres, on sera peut-être jamais d'accord sur les chiffres, mais disons que c'est à peu près 15 milliards de déficit. Et en fait, le fonds de réserve des retraites dispose de cette somme. Donc, sur le déficit, ce n'est pas, même si c'est 17, le fonds de réserve en dispose. Donc, le problème, c'est pas le déficit, c'est plutôt un problème de recettes à l'avenir que de dépenses. Je pense que sur ça, on peut être d'accord. C'est plutôt comment on fait rentrer davantage de recettes. Il y a plusieurs leviers. Et moi, je crois qu'il y en a 3 qui n'ont pas été, en tous les cas, évoqués ou utilisés avec une réforme des retraites qui, demain, pourrait se faire. D'abord, effectivement, c'est l'emploi. Vous dites, laisser les seniors peut-être plus longtemps dans l'emploi. Moi, je dis, faire rentrer plus jeunes les actifs dans l'emploi. Je pense que c'est un peu différent. En tous les cas, oui, mais je pense que c'est pas la même. Vous voyez, on n'a pas la même porte d'entrée, déjà. La deuxième chose, c'est une vraie politique de natalité. Alors évidemment, ça, c'est du moyen terme. Le court terme, c'est plutôt l'emploi, faire entrer plus de jeunes plus tôt dans l'emploi. Moyen terme, c'est effectivement une politique de natalité qui n'a pas été menée dans notre pays depuis très longtemps. Je ne vous en fais pas le procès. Je dis simplement que ça fait très longtemps en France, contrairement à d'autres pays, qu'une politique nataliste ou de natalité n'a pas été menée. Et puis le troisième axe, c'est corriger les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Ça fait rentrer des cotisations supplémentaires assez rapidement. Donc vous voyez, on a 3 niveaux. Et je pense que sur ces 3 niveaux, qui peuvent être actionnés à différents moments, pas tous forcément en même temps, on peut aller dans la direction qui est la nôtre, c'est-à-dire 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans si vous avez commencé à travailler avant 20 ans. L'âge légal, l'âge de départ à la retraite, ce sera 60 ans. Il y aura un âge légal. Avec 40 annuités. Alors, allez-y, maintenant, c'est un débat. C'est tout de même 40 annuités, la porte d'entrée. Bon, la première question, c'est est-ce que vous avez chiffré, j'imagine? Parce que vous dites, c'est pas de difficulté, on trouve des recettes. Mais vous avez chiffré aujourd'hui cet effort. Moi, je ne vais pas vous donner aujourd'hui un chiffre parce que j'aurais peur de me tromper et vous allez ensuite me corriger en me disant que mon chiffre est faux. Donc, je ne vais pas vous donner un chiffre parce que je vous donne des axes. Et parce que, surtout, on ne le fait pas tout seul, tout ça. On le fait évidemment avec les partenaires sociaux. Donc, moi, je vous ai donné un objectif politique, je vous ai donné des axes, je vous ai donné des pistes sur lesquelles on peut réformer ces retraites. Je vous ai donné un chiffre sur la dette, en tous les cas, la façon dont on pouvait combler la dette. Moi, je crois sincèrement que ce chemin... On aura d'ici le 10 avril des chiffres précis. Oui, bien sûr. Marine, en fait, en réalité, je ne vous ai pas donné de chiffres parce que Marine Le Pen, et je ne voudrais pas me tromper, fait cette semaine sa conférence de presse où elle présente la proposition chiffrée telle qu'elle est. Donc je ne veux pas être en contradiction. Fondamentalement, c'est une question de chiffres. Évidemment, il y a des axes politiques, on a une différence, mais on pense qu'il faut que tous les Français soient évidemment à égalité, qu'on travaille un certain nombre de trimestres, et donc là-dessus, se dire que la plupart d'entre nous travaillent plus nous semble quelque chose d'assez logique. C'est une vraie différence. Oui, après, il faut regarder les chiffres, parce que le diable, il est dans les chiffres. On peut avoir des bonnes idées, et parfois on peut partager, puis on s'aperçoit que ça ne s'équilibre pas. Et je crois que ce que nous demandent les Français, c'est d'être suffisamment forts là-dessus pour assurer que les retraites qui sont la concorde nationale soient vraiment, réellement payées. Et puis, en même temps, il faudra faire des efforts budgétaires. On l'a déjà fait au cours de cette mandature. Je pense que, là, par exemple, le minimum pour les retraites agricoles, on l'a porté à 1 000 euros. Et je crois que c'est une grande avancée que nous avons fait ici à l'Assemblée nationale. Et donc, tant mieux, on s'en réjouit de faire en sorte que non seulement ce soit équilibré, que ce soit plus juste. Et pour ça, il va falloir, de notre point de vue, travailler plus. Et de remarques, parce que les chiffres, on a compris, on les attend. Mais avant tout, la qualité de la proposition, elle repose avant tout sur la crédibilité qui est donnée aux Français. Et les chiffres, dans ce domaine-là, sont forcément un point essentiel. Moi, j'ai aussi une question complémentaire. Quel est le devenir des régimes spéciaux ? C'est un vrai sujet, parce que c'est aussi un sujet d'équité, on parlait d'équité. Vous avez raison. Puis, en même temps, lorsqu'on évoque le fait d'avoir un effort particulier sur les minimums de retraite, c'est le débat de la désindexation qui a eu lieu, alors que la loi, normalement, bloque, c'est déjà dans le projet de loi. Enfin, où est-ce qu'on voit aussi l'évolution ? Parce qu'il y a le stock,
et puis il y a tout ce qui arrive. Comment est-ce qu'on gère? Voilà. Donc on est sur un sujet qui est extrêmement compliqué. On a bien vu, de le voir à chercher. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, quelle est votre position? Vous avez raison. Et d'ailleurs, sur les régimes spéciaux, je pense que là encore, il ne faut pas être monolithique. Moi, je crois qu'il y a des régimes spéciaux qui sont justifiés. Parce qu'il y a des métiers qui sont dangereux. Parce qu'il y a des métiers qui sont pénibles. Parce qu'il y a des métiers que vous ne pouvez plus faire à partir d'un certain âge. Donc évidemment, militaires, marins, pêcheurs, et on peut, sans être là aussi voyant, imaginer que des marins-pêcheurs, malheureusement, probablement, demain, il n'y en aura plus autant qu'il y en avait dans le passé. Donc ce sont aussi des régimes qui vont non seulement évoluer, mais qui vont s'éteindre les années passant. On le voit bien, danseur à l'Opéra de Paris, ça paraît anecdotique, mais à 50 ans, vous ne pouvez plus danser à l'Opéra de Paris. Ils ont des régimes spéciaux. Donc il y en a qui sont justifiés, je le crois. Lesquels ne le sont pas? Alors, je ne vais pas vous faire la liste des régimes qui ne sont pas justifiés, mais il ne faut pas être monolithique. Moi, je crois qu'on peut regarder. Je pense que lorsqu'on est un roulant de la SNCF, eh bien, on a effectivement une pénibilité, une dangerosité du travail, le nombre de contrôleurs qui se font agresser, insultés, etc., qui justifie probablement. En gros, vous n'osez pas trop les toucher, quand même. Vous maintenez ce régime de retraite. Mais lorsqu'on est roulant, lorsqu'on est dans les trains, possiblement, lorsqu'on est dans l'administration, eh bien, je pense que peut-être on peut en reparler. Mais je crois qu'il faut pas brutaliser la France en disant il y a des mauvais Français qui ont des régimes spéciaux indus, oh là là, et puis de l'autre côté, vouloir supprimer tout ça à la hache. On peut aussi regarder, c'est un sujet sensible, et moi je vous le dis, il y a des régimes spéciaux qui sont justifiés, il faudra faire en sorte de les faire perdurer, pas éternellement, parce que certains, de toute façon, certains métiers n'évolueront pas ou seront amenés à disparaître aussi. On peut être d'accord, l'Opéra de Paris, en plus c'est chez moi, donc dans ma circonscription, donc évidemment, ne pas oublier que quand on part plus tôt à la retraite, c'est d'autres qui payent. Donc il y a un équilibre, surtout quand dans des régimes qui ne sont pas équilibrés comme ceux dont vous venez de parler, ça veut dire que ce sont les autres Français. Donc il y a une obligation de concorde nationale en disant les autres font un effort, nous faisons tous un effort parce que nous pensons qu'il y a des métiers plus pénibles. Ça peut s'entendre, ça c'est un distinguo que nous faisons nous pensons que là-dessus il doit y avoir une équité aussi en termes de travail, et pourquoi pas se dire que quand vous terminez votre carrière de danseur à l'Opéra de Paris, et derrière vous pouvez faire une deuxième carrière. Ça c'est ce que nous portons depuis le début de la mandature. Il y a différentes vies, et tant mieux, nous les accompagnons et nous reformons les gens. Oui, alors moi je suis un peu frustré un peu de ce débat, parce que finalement on entend vous confirmer 60 ans, mais on entend que vous savez pas... Je confirme 40 annuités, monsieur. Il n'y a plus d'âge légal, mais il n'y a plus d'âge de départ légal. C'est 40 ans, c'est ça que je ne comprends pas. Quand vous avez vos 40 annuités, vous pouvez partir donc on régresse, à partir de 60 ans. Pourquoi régresser? C'est plutôt une progression, non? Alors, ça dépend que c'est. En tout cas, je pense que partir en bonne santé lorsque vous êtes ouvrier, lorsque vous êtes chauffeur routier, lorsque vous avez travaillé dur, partir à 60 ans en bonne santé, vous savez très bien le différentiel qu'il y a entre en termes d'âge, d'espérance de vie, entre un ouvrier et un cadre. Donc c'est peut-être parce que... Ça, c'est le débat de la pénibilité qui est un autre sujet. Et alors pourquoi vous disiez que vous étiez frustré, monsieur Mouillet? Parce que finalement, on a donc l'orientation politique, mais on n'a pas ni chiffrage, ni comment on fait. On n'a pas d'éléments sur le régime de retraite. Est-ce que vous avez prévenu Marine Le Pen qu'elle faisait se bouger? Non, juste pour savoir. Ne soyez pas de mauvaise foi. Je vous ai indiqué les 3 leviers sur lesquels il fallait. Je vous ai dit que cette semaine, Marine Le Pen présentait elle-même, je ne vais pas déflorer sa conférence de presse, présentait le chiffrage. Je crois que, vous savez, ce qu'on cherche à faire, c'est être des gens pragmatiques. On a un problème devant nous. C'est un problème, évidemment, devant nous. D'ailleurs, c'est tellement un problème que votre gouvernement n'a pas réussi à le résoudre, ce problème. On a un problème, on a des axes, des objectifs qu'on essaye d'atteindre. Je vous les ai donnés. Il y a des leviers qu'on va essayer d'actionner. Voilà, c'est aussi une méthode. Et je pense qu'on va essayer de le faire sans brutaliser la société française et sans mettre notre pays à feu et à sang. Vous parliez de concorde nationale. Je pense qu'on est capable d'arriver à la concorde sur les objectifs qui sont les nôtres. Mais le dernier mot, parce que je voudrais que vous ayez le temps de votre carte blanche. Sauf que là-dessus, et c'est la vie a changé. Quelqu'un qui est chauffeur routier n'est pas forcément chauffeur routier pendant 40 ans. Quelqu'un qui est marin-pêcheur n'est pas forcément marin-pêcheur toute sa vie. C'est là la grande difficulté. C'est là aussi, quelque part, un peu l'hypocrisie de la pensée d'un système de retraite qui finalement a été pensé pour le monde d'avant. Nous changeons maintenant, heureusement, tant mieux, beaucoup de métiers. Et on évolue et on accompagne ces transformations. C'est d'ailleurs ça la difficulté de déterminer ce qu'est la pénibilité. Et ça, ce sera probablement
un des débats qu'on devra avoir. Comment déterminer la pénibilité? Elle existe, mais elle n'était pas tout au long de la société. L'ubérisation de la société qui consiste en fait à rendre tout numérisable, je sais pas comment on le dit, à changer, avoir 2 jobs. Un marin pêcheur, il peut décider d'être enseignant ensuite et puis ensuite en même temps, etc. Ne me semble pas être une piste d'avenir en ce qui concerne. Parfois en même temps, je vous ai dit, parce que parfois on est très mal payé, la paupérisation du salariat, cette nouveau l'Arbina, les chauffeurs Deliveroo, les chauffeurs Uber. Sincèrement, moi, ça me fait pas rêver. Bon, vous l'aurez dit. Merci beaucoup, parce que je voudrais qu'on ait le temps, que vous ayez le temps, pour développer vos cartes blanches, des sujets qui vous tiennent à cœur, Philippe Mouillet. Oui, un sujet pour moi important. Malheureusement, brièvement, mais on va y aller. Concernant la politique en matière de handicap, donc on voit qu'aujourd'hui, on a quelques sujets communs, comme la déconjugalisation. Je ne reviens pas, puisque c'était une opposition que nous avions avec le gouvernement, mais concrètement, quelle vision est-ce que vous avez, notamment au regard de l'inclusion, le tout inclusif qui a été mis en place aujourd'hui? Moi, je vois avoir cette vision-là, et de nouveau un débat de chiffres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour être satisfaisant, il faut mettre des moyens financiers. On a, nous, chiffré à environ 6 milliards le besoin aujourd'hui. Je voudrais avoir votre regard sur cette vision, comment vous souhaitez traiter cet enjeu important de l'intégration et de l'inclusion des personnes handicapées. Bon, il y a des nouveaux enjeux, et quand vous parlez d'inclusion des personnes handicapées, on peut les mettre dans dans tout le grand domaine de ce qui est le social, la dépendance, le vieillissement, qui sont des enjeux de société devant nous, qui ne sont pas des enjeux malheureusement derrière nous, mais on pourrait rajouter la santé mentale, je pense aussi aux problématiques d'autisme, le problème des aidants, des familles d'accueil, tout ça c'est devant nous. Tout ça parce que nos sociétés sont en train de vieillir. Ce sont des sujets qui sont devant nous. Sur l'inclusion, il y a 2 choses. Je pense que d'abord, évidemment, je suis d'accord avec votre chiffrage. Vous l'avez chiffré à 6 milliards. Je crois que nous l'avions chiffré un peu plus. Mais vous voyez, je crois qu'il y a un problème de place. Le gouvernement n'a pas tenu sa parole. Je crois que vous aviez promis, je me tourne vers Sylvain Maillard, mais je crois que vous aviez promis 3500 places supplémentaires en 2022. Je crois pour les personnes qui sont porteuses d'un handicap en établissement spécialisé. Je crois qu'on n'y est pas. Je vois qu'il y a d'abord un problème de place. Ça veut dire un problème. C'est vrai qu'on peut aller plus loin, mais je pense qu'on a beaucoup avancé dans l'inclusion dans l'entreprise. Il y a un problème de taux d'emploi aussi des personnes handicapées, y compris côté apprentissage. Donc là aussi, il y a des efforts à faire. Et puis, il y a un problème de pauvreté. Des ménages ou des personnes handicapées elles-mêmes. Vous savez que 19% des personnes qui sont porteuses d'un handicap sont sous le seuil de la pauvreté. Donc tout ça, ce sont à la fois des projets qui sont devant nous. Je ne parle même pas des difficultés administratives pour obtenir les délais administratifs pour obtenir l'AH, l'allocation d'autonomie. Je pense que sur ça doit devenir une grande cause nationale, et c'est très demandé par les Français. Et je suis persuadé que sur ça, il n'y a pas de polémique stérile à avoir. Vous dites que ça coûte 6 milliards. Voyez-vous, je pensais que l'avoir chiffré à 7 milliards, ça fait partie ça vous satisfait, des priorités. Et oui, alors, de nouveau, l'état des lieux. Je suis satisfait de l'état des lieux, mais de nouveau, j'ai pas la méthode. C'est-à-dire comment aujourd'hui on met en place ces moyens financiers. Quelles sont les priorités? Il y a des notions essentielles de parcours de vie qui sont la création d'un nombre de places pour des personnes porteuses de handicap dans des instituts spécialisés qui au moins ne les obligeraient pas à aller en Belgique. La revalorisation aussi des AESH. Enfin, c'est un métier qui n'attire pas suffisamment parce qu'il est peu valorisé, mal rémunéré, et je pense que là on a 2 pistes qui comptent et qui sont financièrement importantes: création de places, revalorisation des métiers liés au handicap. Donc vous voyez, ce sont des propositions qui sont chiffrées, qui sont concrètes et qui aboutissent, je l'espère, à plus d'inclusion. On n'ira pas plus loin, malheureusement, ce soir. Sylvain Maillard, alors, on change complètement d'univers, mais c'est aussi une préoccupation que vous pouvez partager. Oui, moi je voulais vous parler d'industrie. D'industrie, parce qu'on a une vraie différence entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle. Vous nous qualifiez en permanence de nomades, de gens qui pensent mondialistes. Vous avez plein de termes élogieux ou peu à notre rencontre. Moi, je crois qu'on a 2 visions très différentes. Et je vais vous montrer un exemple. C'est pas très grave, mais je vais vous montrer un exemple très concret qui montre la différence entre vous et nous. Ça, je ne sais pas si on le voit à la télévision, bien, sur la caméra, il est petit. On voit un petit carré de quelque chose au bout de votre ça doigt. c'est un semi-conducteur. Ça ressemble à une puce. Voilà, c'est une puce, un semi-conducteur dont on parle beaucoup en ce moment, avec beaucoup de pénuries. Ça, c'est un semi-conducteur français. On n'en parle jamais, ST Microélectronique, c'est fabriqué, en tout cas une partie à Crolles, avec des ingénieurs français. Mais en réalité, ce semi-conducteur, pour le faire, il faut une fonderie à Taïwan, il faut une partie des composants qui viennent de Chine.
d'autres technologies qui viennent d'Israël ou bien d'Italie. Et puis, probablement, ce composant-là, il terminera dans une voiture américaine parce que ST est le numéro 1 pour les voitures, par exemple, électriques. Pas une voiture circule sans ce composant-là. Vous proposez de construire des murs, de faire en sorte qu'on se replie et qu'on ait uniquement une industrie. Si on a cette industrie, si on construit des murs et qu'on n'a plus cette industrie internationale avec cette construction-là, c'est très simple. Ici, toutes les caméras, tout ce qu'on voit, les téléphones portables, aucun ne peut fonctionner sans ces composants-là. Aucun ne peut fonctionner. Et donc, ça veut dire très simplement, si vous construisez des murs, tout ça, ça n'existe plus. Ce qui est bien avec vous, Sylvain, c'est que vous n'êtes pas du tout caricatural. Alors, pas du tout, avec votre histoire de mur. Non, on a dit qu'on se rencontrait, donc en général, vous êtes caricatural, je le suis aussi. Mais vous avez mais je pense que c'est une vraie différence avec nous, et vraiment que les Français comprennent concrètement ce qui se passe si le Rassemblement national est au pouvoir. Je crois que vous avez été PDG d'une société de composants électroniques. Vous l'êtes toujours. Donc, vous y avez des intérêts personnels, et je comprends que... Non, c'est pour prendre un exemple. C'est vraiment prendre un exemple pour expliquer. Simplement, ce que je vois... bien sûr que je suis d'accord qu'on ne fait pas les choses seuls, mais d'ailleurs on n'a jamais parlé de faire les choses seuls. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais dans l'exemple que vous nous prenez, il y a eu l'Union européenne a mobilisé plusieurs milliards, 42 je crois, d'ailleurs, pour pouvoir réindustrialiser, en tous les cas, pour aller dans la capacité à créer des usines de batteries demain, des usines de composants électroniques, etc. Est-ce qu'on en a été bénéficiaire nous-mêmes ? À Dresde, en Allemagne, ils ont une usine, je crois que c'est une usine, une méga factory, moi ces termes me sont un peu étrangers. En Italie, ils ont obtenu une usine d'emballage, et nous, on a obtenu une usine un peu de recherche et développement. Malheureusement, votre réponse. Donc je pense que, vous voyez, on n'est pas toujours les gagnants alors qu'on contribue avec beaucoup d'argent. Moi, je crois que ce qu'il faut demain, c'est investir dans des structures, dans des sujets qui sont porteurs. C'est pour ça qu'il faut créer un fonds souverain en France. C'est pas une idée qu'on a eue comme ça un matin en se levant, c'est parce que ça marche ailleurs. On a vu d'ailleurs en Allemagne, on a vu au Qatar qu'il y avait des États qui créent un fonds souverain. C'est quoi ? C'est mobiliser l'épargne des Français pour grosso modo la flécher sur des secteurs sur les murs, la question sur la recherche et le développement, l'intelligence artificielle. Non, mais ça va au-delà de la BPI. La recherche et le développement, parce que d'abord c'est l'épargne des Français. Il faut qu'on aille voir l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, le nucléaire en fait partie. Nous, c'est aussi une proposition qui est importante dans le programme de Marine Le Pen, c'est la création d'un fonds souverain français qui permet d'être un levier formidable pour réindustrialiser le pays. C'est entre 10 et 15 milliards. Donc évidemment, aucun pays ne peut le construire tout seul. C'est pour ça qu'il faut une Europe forte. Et 42 milliards, ce que vous avez dit, c'est pour construire au-delà de... Le débat est posé. Pardon, messieurs, restez avec nous. On rejoint Vincent Roux qui a une ultime question pour Sébastien Chenu, en direct du Figaro Live. Vincent. Oui, Elisabeth, il y a une des révélations de cette campagne, c'est Fabien Roussel qui est en train de dépasser le Parti socialiste, c'est historique. Est-ce que, avec son programme qui touche à certains fondamentaux qui sont communs avec le Rassemblement national, vous ne craignez pas qu'il taille des croupières ou qu'il prenne, en tout cas, quelques précieuses voix dans l'électorat populaire à Marine Le Pen ? Je vous pose la question, surtout quand on regarde les scores qu'a réalisé Fabien Roussel dans le Nord, qui a réalisé de véritables performances. De véritables performances, en fait, je ne sais pas trop quand, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été candidat. 74,75% aux élections législatives de 2017, au deuxième tour. Ah oui, d'accord. Mais enfin, vous étiez en 2017, moi j'avais fait 56% aux législatives de 2017. On avait dans la 19e, et lui c'était dans la 20e. Voilà, on avait tous fait des bons scores, et dans ma circonscription, le Parti communiste avait fait 9%. Donc voilà, il faut tout relativiser. Vous dites effectivement qu'il explose les scores. Oui, c'est vrai, il fait 3,5%. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Parti communiste à 3,5% dans les sondages. Au-delà de ça, je pense que tant que Fabien Roussel n'aura pas compris que les travailleurs français sont attachés évidemment au mérite, mais sont attachés au fait de pouvoir bénéficier eux-mêmes du fruit de leur travail et pas accueillir la terre entière, puisque Fabien Roussel défile matin, midi et soir pour accueillir des Afghans, défile avec la famille Traoré, eh bien je pense qu'il ne dépassera pas, malheureusement pour lui, ce seuil. Voilà. Vous n'êtes pas sensible à son discours sur l'immigration ? Sur l'immigration, non, puisqu'il défile avec la famille Traoré et qu'il veut accueillir des Afghans. Il est en rupture avec le reste de la gauche. Il est en rupture avec le reste de la gauche. Je suis assez peu sensible à ça. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Sylvain Maillard et Philippe Mouillet d'avoir été ce soir face à Sébastien Chenu, qui était avec nous pendant 1 heure. Merci d'avoir été notre invité ce soir dans Audition Publique. On se retrouve lundi prochain, bien sûr, 19h30 sur les chaînes parlementaires. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.